Et donc nous reprenons avec une séance du séminaire, donc la première séance du séminaire de cette année 2019. Et donc l'orateur c'est Alexandre Miquel. Donc Alexandre est à la fois un logicien et un brillant lambda calculiste, spécialiste de théorie des types, donc vraiment une de ces personnes qui est tout aussi à l'aise dans la logique que dans la programmation typée. Et donc il a fait sa thèse à Paris, il a commencé sa carrière comme maître de conférence à Lyon. À Paris, à Paris, puis à Lyon, et il est maintenant professeur à Montevideo, en Uruguay. Et donc il va nous parler de réalisabilité et de forcing. Et je lui laisse la parole. Bonjour, et merci à tous d'être venus, et merci pour l'invitation, Xavier. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire un exposé de logique. Alors, en fait, quand j'étais en France, j'étais dans des laboratoires d'informatique, ce qui signifiait que je parlais de lambda calcul, de preuves programmes, de choses comme ça, et je faisais des mathématiques en cachette. Et maintenant, je suis dans un laboratoire de mathématiques, et maintenant, ça y est, le mathématicien est déchaîné, et je fais un peu parfois de l'informatique en cachette. Et voilà. Donc, je vais vous parler de réalisabilité et de forcing. Et je vais commencer par les grandes questions de la logique. Alors, en fait, c'est une observation, c'est l'activité mathématique, ça consiste essentiellement à établir des propriétés sur des objets idéaux. Alors, ces objets idéaux, on peut trouver des objets de base qui peuvent être finis, comme les antinaturels, ou des objets de base infinis, comme les fonctions, les réels. Mais souvent, on raisonne sur des classes finies ou infinies d'objets finis ou infinis, et on raisonne même sur des classes finies ou infinies de classes finies ou infinies d'objets infinis. Et un exemple typique, c'est une propriété fondamentale, même un axiome des nombres réels que j'enseigne en première année à l'Université de la République, dans la faculté d'ingénierie à Montevideo. C'est cette propriété qui dit que tout sous-ensemble de R non vide et majoré dans R admet une borne supérieure dans R. Et bien, si vous regardez cet énoncé, ça vous parle en fait... Chaque ensemble peut être fini ou infini, il contient des réels qui sont des objets infinis, donc c'est une propriété qui vous parle d'une classe infinie, de classe finie ou infinie, d'objets infinis. Et bien ça, c'est l'activité quotidienne de tous les mathématiciens. Seulement voilà, les mathématiciens et les mathématiciennes, pour faire ça, ils utilisent que des textes finis, ce qu'on appelle les formules, les énoncés, et les démonstrations ou les preuves. D'où la grande question, mais les mathématiques, est-ce que c'est bien raisonnable ? Alors, vous faites l'essai, vous allez voir votre psychothérapeute, vous lui dites, voilà, docteur, j'ai un problème, je voudrais capturer les propriétés des objets infinis, les propriétés de classe infinie d'objets infinis, les propriétés de classe infinie d'objets infinis, mais seulement avec des moyens finis. Alors, normalement, il va appeler des hôpitaux spécialisés pour ça s'appelle les instituts de mathématiques, les laboratoires de mathématiques. Alors c'est très bien, on est très bien traité. On vous met même parfois devant des étudiants en observation, et vous avez le droit de sortir et même de faire des voyages à l'étranger. Voilà. Mais il faut bien comprendre que c'est une activité complètement folle, cette idée de vouloir capturer l'infini avec des moyens finis. Et du coup, ça crée une tension intrinsèque dans l'univers mathématique. Et cette tension intrinsèque, l'étude de cette tension intrinsèque entre les ambitions mégalomaniaques des mathématiciens et leurs moyens finitaires, l'étude de cette tension, ça s'appelle la logique. Voilà, et c'est le point de vue que je vais développer, c'est comment capturer, avec des moyens finitaires, des objets infinitaires. Alors évidemment, forcément, si vous voulez capturer l'infini avec des moyens finis, il y a un problème, et ce problème, il est connu depuis 1931, ce sont les deux théorèmes d'incomplétude de Gödel, qui vous disent que vous ne pourrez pas faire n'importe quoi. Le premier théorème vous dit que si vous avez une théorie qui est récursive, arithmétique, et cohérente, forcément elle est incomplète. Vous allez trouver des formules closes que vous n'allez pouvoir ni démontrer, ni réfuter. Autrement dit, votre théorie, elle ne pourra pas capturer l'infini, elle va avoir des gros trous, il y a des énoncés sur lesquels elle ne va pas pouvoir prendre parti. Alors évidemment, quand je dis une théorie récursive, ça signifie une théorie dont le langage est dénombrable et dont l'ensemble d'axiomes est récursivement énumérable. Et une théorie arithmétique, c'est une théorie qui contient l'arithmétique de Peano. En fait, ça marche aussi en logique intuitionniste, et il suffit de considérer qu'elle contienne l'arithmétique de Heyting. Ça, c'est le premier théorème d'incomplétude. Et vous avez un deuxième théorème d'incomplétude qui dit que si vous avez une théorie récursive, arithmétique et cohérente, vous pouvez exprimer dans le langage sa propre cohérence. En revanche,
vous n'aurez aucune chance de démontrer la cohérence de cette théorie. Autrement dit, si les maths sont cohérentes, de deux choses l'une, ou bien les maths sont incohérentes, et on peut espérer qu'un jour quelqu'un va trouver la contradiction, ou pas, ou bien elles sont cohérentes, et on n'a aucun moyen d'être convaincu philosophiquement de ça. Bien sûr, on peut démontrer la cohérence d'une théorie dans une théorie plus forte, mais dans ce cas-là, ça revient à remettre dans les mains d'une théorie plus forte, donc plus louche, la cohérence de votre théorie initiale. Donc, bref, on ne peut rien faire. Ceci dit, ça c'est la vision négative. On peut le voir aussi comme un espace de liberté. En fait, ce que ça signifie, c'est que dès que vous vous donnez un système d'axiomes, qui soit récursif et arithmétique, vous ne pouvez pas capturer, spécifier entièrement l'univers mathématique. Déjà, la première remarque, c'est qu'il y a plein de façons de structurer l'univers mathématique. Vous pouvez choisir qu'il soit intuitionniste ou classique. Vous pouvez prendre de la théorie des ensembles ou, si vous préférez, la théorie des types. En théorie des types, il peut être prédicatif ou imprédicatif. Donc vous allez avoir Zerdef constructif ou la théorie des types de Martin-Löf d'un côté, ou de l'autre côté, vous allez avoir Zermelo-Fraenkel ou Koch. Et même dans un système donné, et c'est ça le point fort, il y aura toujours de la place pour des axiomes supplémentaires, donc des degrés de liberté supplémentaires. D'une certaine manière, les théorèmes d'incomplétude de Gödel disent que les logiciens ne seront jamais au chômage. Donc ça, c'est vraiment un truc absolument formidable. Et par exemple, quand vous travaillez dans ZF, vous pouvez dire je peux décider de travailler avec l'axiome du choix, ou au contraire, de supposer sa négation. Je peux supposer l'hypothèse du continu, ou au contraire, sa négation. Et donc la grande question de la logique et de la théorie des modèles en général, c'est de quel degré de liberté dispose-t-on pour concevoir un univers mathématique? Alors voilà, évidemment, il y a quand même une épée de Damoclès qui reste. C'est l'épée de Damoclès du second théorème d'incomplétude qui dit que toutes ces jolies théories dont je vais vous parler sont peut-être incohérentes, et pour l'instant on ne le sait pas. Donc je vais faire l'hypothèse que, par exemple, ZF est cohérent, Koch est cohérent, mais il se peut qu'un jour, un étudiant en thèse vienne nous montrer le contraire, et il faut l'accepter. Voilà. Après tout, plein de gens en logique sont absolument terrifiés par ça. Il n'y a en fait rien de terrifiant, sachant que nous tous, au moment où je vous parle, nous vivons sur une petite croûte d'une 60aine de kilomètres d'épaisseur, autour d'une boule de magma de 17 700 km de rayon, qui file à 20 km à la seconde pour faire une orbite autour d'une bombe à hydrogène en explosion permanente depuis 5 milliards d'années, et sans doute qui va continuer à exploser pendant 5 milliards d'années supplémentaires. Donc, et ça ne nous empêche pas de dormir la nuit. Voilà. Donc on peut aussi dormir avec le fait que les maths sont peut-être incohérentes. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire que des théories soient incohérentes, et on a su gérer la situation, donc je pense qu'on saura encore la gérer. Alors maintenant, je vais vous parler de théorie de modèle, une sorte de survol générique, d'ensemble constructible et de forcing, ensuite de réalisabilité, et à la fin, de ce que je crois être le futur de la théorie des modèles, les algèbres implicatives. Alors, théorie modèle, donc il y a deux points de vue en logique, c'est le point de vue finitiste, c'est le point de vue syntaxique. Et en général, on fait ça dans une théorie. Donc là, c'est des définitions informelles, je parle d'idées informelles. En général, une théorie, c'est défini par un langage, un système de déduction, un système d'axiomes. Tout ça, c'est des choses finies. Une démonstration, c'est un objet fini. Une formule, c'est un objet fini. Et ensuite, le point de vue sémantique, c'est à quelle structure mathématique réfère cette théorie. Alors en général, c'est défini par un modèle. Donc je vais prendre une définition très générale, qui est informelle. C'est un ensemble non vide, des fonctions et des relations, qui peuvent être également des fonctions propositionnelles dans M, qui vont interpréter les symboles du langage M. Et je dirais que M est un modèle de la théorie T lorsqu'il satisfait, dans un sens qu'il s'agira de préciser pour chaque notion de modèle, les axiomes de T. Et en général, on a toujours, pour chaque notion de modèle qu'on prend, un théorème de correction qui nous dit que si phi est prouvable dans T, alors dans tout modèle M de la théorie T, phi sera valide dans le modèle M. Alors ça, c'est une vision très générale. Il y a plein de formes de modèles différents, les modèles booléens, les modèles de réalisabilité, mais c'est la structure générale. Alors en logique, quand on travaille en logique classique, en général, on se restreint au modèle de Tarski. Donc un modèle de Tarski, c'est juste un modèle M dans lequel les symboles de relation sont interprétés par des relations au sens usuel dans M. Donc en particulier, dans un modèle de Tarski, qui est une conséquence de cette définition, une formule close n'a que deux valeurs de vérité possibles, 1 ou 0, ce qui est assez pauvre. Et le théorème essentiel, qui vient de Gödel, c'est qu'une théorie classique est cohérente si et seulement si elle admet un modèle. Ici, donc, il faut bien comprendre que les théories dont je parle sont les théories classiques et les modèles sont les modèles de Tarski.
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que comme les théories classiques usuelles sont incomplètes, elles admettent une infinité de modèles de Tarski, précisément, qui vont boucher les trous de la théorie. Et il y a une infinité, en général, de manières de boucher les trous de la théorie. Et ces modèles seront non élémentairement équivalents, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre d'accord sur les formules valides ou non, et en particulier, ils seront non isomorphes. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'un modèle de Tarski d'une théorie, ce n'est rien d'autre qu'une complétion de la théorie. Complétion au sens de la syntaxe avec les témoins de Henkin, et complétion au sens des formules, en ce sens qu'on va décider les formules qui étaient indécidables dans la théorie. En particulier, la théorie d'un modèle de Tarski, qui complète la théorie, c'est en général une théorie non récursive. Alors ça, c'est la base. Alors maintenant, on va s'intéresser, puisqu'on ne peut pas prouver la cohérence absolue, on peut chercher à prouver la cohérence relative entre deux théories. C'est-à-dire qu'on voudrait démontrer qu'une certaine théorie, que si une certaine théorie T est cohérente, et ça on sait qu'on ne pourra jamais le savoir de manière absolue, on voudrait démontrer que ça implique la cohérence d'une autre théorie T'. Alors comment on fait en pratique ? L'architecture est à peu près toujours la même. On commence par supposer que T est cohérente. Ensuite, on en déduit qu'elle admet un modèle, d'après le théorème de complétude de Gödel. Et l'étape essentielle, c'est on transforme le modèle M de la première théorie en un modèle M' de la deuxième théorie. Et une fois qu'on a ça, on sait que la deuxième théorie T' admet un modèle, et en utilisant la réciproque du théorème de complétude, qui est en fait le théorème de correction, on en déduit que T' est cohérente. Et donc on a ainsi démontré la cohérence relative de T' par rapport à T. Alors ça, c'est le schéma général. Et on dira que deux théories sont équiconsistantes lorsque chacune est cohérente relativement à l'autre. Et ici, je donnais un exemple de théorie équiconsistante. ZF, c'est équiconsistant à ZFC, c'est-à-dire ZF est l'axiome du choix. C'est également équiconsistant à ZF plus la négation de l'axiome du choix. C'est équiconsistant à ZFC plus l'hypothèse du continu, ou l'hypothèse généraliste du continu, ou bien la négation de l'hypothèse du continu. Et on va revenir sur ces théories très prochainement. Alors, maintenant, il y a une remarque fondamentale à faire, puisque je suis dans un séminaire de logiciels, programmation, de preuves et programmes. Maintenant, on va parler de l'aspect qu'est-ce qui se passe de manière sous-jacente. Donc une preuve de cohérence relative, on a vu que ça s'appuie sur une transformation de modèle qui transforme un modèle de T en un modèle M' de T'. Mais en fait, en pratique, donc ça c'est pas une démonstration, c'est une observation empirique, toutes les transformations de modèles connus correspondent à des traductions logiques. C'est-à-dire essentiellement, transformer un modèle de M en un modèle de M', c'est en fait dire comment réduire la validité dans M' à un problème de validité dans M à travers une traduction logique. Et donc en particulier, vous avez une adjonction entre la transformation de modèle, le prime, et la traduction logique, le étoile. Et en particulier, toute preuve de cohérence relative correspond à une preuve syntaxique de cohérence relative. Donc ça, c'est un point absolument essentiel. Alors pourquoi en général on fait ça dans les modèles ? Parce que ça montre les concepts plus clairement. C'est juste une question d'esthétique mathématique. Mais ensuite, en général, ce qu'oublient de faire les logiciens, pas tous, c'est de dire non, mais en fait, ma transformation de modèle, j'aurais pu l'écrire comme une traduction logique. Et à ce moment-là, on obtient une preuve de cohérence purement arithmétique avec une complexité extrêmement basse. Et donc, pour avoir confiance dans notre preuve de cohérence relative, on n'a besoin que de croire dans une arithmétique avec une complexité très basse. Voilà. Mais on peut aller encore un cran plus loin. Parce que maintenant qu'on est dans la correspondance de Curie-Howard, dont vous êtes tous familiers ici, depuis les nombreux exposés de Xavier, on sait qu'une traduction logique, ça correspond aussi à une transformation de programme. Ou bien une transformation typée, on va voir que c'est le cas des ensembles constructibles, ou bien une transformation non typée, typiquement les non-traductions, ou le forcing. Et donc en fait, transformer un modèle de T en un modèle de T', c'est en fait transformer un programme de T' en un programme de T. Et ça va être une des premières idées que je vais défendre ici. Alors, maintenant, on va passer à la question des constructibles et du forcing. Constructibles et forcing. Alors, je vais énoncer deux principes qui vont m'intéresser. Le premier, c'est l'axiome du choix. Je rappelle que l'axiome du choix, c'est si vous vous donnez une famille d'ensembles non vides, maintenant je travaille en théorie des ensembles dans cette partie-là, indicée par un ensemble I quelconque, et bien vous pouvez toujours fabriquer une famille qui va aller choisir un élément de chaque ensemble AI. Okay, chaque XI appartient à AI. C'est ça l'axiome du choix.
Une autre façon de le dire, c'est que si j'ai une famille d'ensembles non vides, son produit cartésien infinitaire est non vide. Alors ça, on sait que c'est équivalent à plein d'autres choses. C'est équivalent au lemme de Zorn, au principe de bon ordre, mais également à des choses comme tout espace vectoriel admet une base. Il y a plein d'énoncés équivalents à l'axiome du choix. L'autre axiome qui va m'intéresser, c'est l'hypothèse du continu, qui dit essentiellement que tout sous-ensemble infini de R est équipotent soit à N, soit à R. Et en symbole, 2 puissance à F0, c'est-à-dire le cardinal de P de N, c'est-à-dire le cardinal de R, est égal à Aleph1. Aleph1, c'est le premier cardinal qui suit Aleph0. C'est le deuxième cardinal infini. Aleph0, c'est le premier cardinal infini, c'est le dénombrable, et Aleph1, c'est le deuxième cardinal infini, donc, et l'hypothèse du continu dit que c'est identique au cardinal de l'ensemble des parties. Et l'hypothèse généralisée du continu dit essentiellement la même chose à tous les niveaux. C'est juste une généralisation. Vous dites essentiellement que quand vous prenez le cardinal de rang alpha, vous prenez son ensemble de parties, vous obtenez en fait le cardinal de rang alpha plus 1. Une petite remarque cependant, j'ai fait 2 formulations de l'hypothèse du continu. Celle-ci, qui est la formulation originelle de Cantor, ne dépend pas de l'axiome du choix, alors que pour définir cette chose-là, j'ai besoin de l'axiome du choix. En général, quand on s'intéresse à l'hypothèse du continu, on suppose implicitement l'axiome du choix. Alors, l'historique, c'est essentiellement le même que la semaine dernière, Xavier vous a fait. Donc, 1878, la conjecture par Cantor de l'hypothèse du continu. En 1900, David Hilbert décide que c'est le problème le plus fondamental des maths et il le met en première position dans ses 23 problèmes. En 1908, Zermelo introduit un premier système d'axiomes pour la théorie des ensembles, et par ailleurs, il énonce, c'est le premier à énoncer l'axiome du choix. Avant, c'était considéré comme quelque chose d'implicite, c'est le premier à dire non, il y a un problème, il y a un axiome, on ne peut pas le démontrer à partir de rien. Et il démontre le principe de bon ordre à partir de l'axiome du choix. Alors, il fabrique ce qu'on appelle la théorie de Zermelo, et en 1922, la théorie de Zermelo est complétée indépendamment par Skolem et Frenkel, qui introduisent en fait le schéma de remplacement et qui donnent naissance au système moderne, le système ZF. Et il va falloir attendre un bon bout de temps, donc jusqu'à 1938, pour que Gödel montre la cohérence relative de l'axiome du choix et de l'hypothèse généralisée du continu par rapport à ZF en introduisant les ensembles constructibles. Et ensuite, plus tard, vous aurez en 1963 Cohen qui va montrer la cohérence relative de la négation de l'hypothèse du continu par rapport à ZF plus choix, c'est-à-dire qu'il montre que même l'axiome du choix ne permet pas de démontrer l'hypothèse du continu, en introduisant la fameuse méthode de forcing. Et avec la même méthode, il démontre la cohérence relative de la négation de l'axiome du choix par rapport à ZF, et du coup, à partir de ce moment-là, il devient clair que et l'axiome du choix et l'hypothèse du continu sont indépendants des axiomes de ZF. Et notamment, il reçoit la médaille Fields donc en 1966 pour ces travaux-là, puisqu'il met fin à la première conjecture premier problème de Hilbert. Alors, on va commencer par parler d'ensemble constructible. C'est quoi la technique des constructibles? On suppose que ZF est cohérent, donc ZF admet un modèle. En voici un. Voici comment on dessine traditionnellement les modèles de ZF. Alors, vous voyez qu'au milieu, il y a une colonne vertébrale, c'est les ordinaux. On peut ensuite, je n'ai pas dessiné les côtes, c'est les V alpha, mais en fait, sur chaque ordinal s'appuie une côte du modèle, et vous pouvez définir le modèle comme une sorte de limite union transfinie d'une famille d'ensembles. Et l'idée de Gödel, ça consiste à dire, mais en fait, dans ce modèle-là, je vais reprendre la terminologie de Xavier, il y a des ensembles bien gentils, bien corrects, et puis il y en a d'autres qui sont pathologiques, il y a les sauvages. On va supprimer les sauvages, et on va construire une sous-classe, définir une sous-classe, qui est la classe des ensembles constructibles dans M. Et donc c'est quoi? C'est le plus petit sous-modèle de ZF à l'intérieur de M, qui partage les mêmes ordinaux que M. Et si on fait l'analogie avec les structures algébriques, les corps par exemple, c'est en fait le sous-corps premier. C'est vraiment l'équivalent de ça. Et c'est ce qu'on appelle un modèle intérieur. Et la remarque le théorème de Gödel, c'est que si M, le modèle de départ, satisfait les axiomes de ZF et a priori rien de plus, alors en ayant éliminé tous les gens qui sont pathologiques, tous les ensembles sauvages, dans le nouveau modèle qui est un sous-modèle, non seulement on satisfait les axiomes de ZF, mais en plus, gratuitement, on satisfait l'axiome du choix et l'hypothèse généralisée du continu. Voilà, ça c'est la technique de Gödel. Alors comment il fait? En fait, son sous-modèle, c'est juste l'ensemble des points du modèle initial qui satisfont une certaine formule. Et cette formule L de x, c'est la formule qui exprime que x est constructible. Alors évidemment, il faut définir cette formule, c'est assez technique. Voilà, donc vous définissez d'abord l'ensemble des parties constructibles, des parties définissables de x. C'est juste l'ensemble des parties
que vous pouvez déduire d'une certaine formule en testant sa vérité dans l'ensemble X. Et c'est une formule à paramètres dans X. Donc ça, c'est une définition assez complexe dans Zermelo-Fraenkel. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez voir ça comme un ensemble de parties restreint. C'est un sous-ensemble du power set. Et bien, vous l'itérez de manière transfinie. Et à la fin, vous dites, être constructible, c'est juste être constructible pour un certain rang alpha qui est un ordinal. OK ? Et bien, c'est cette définition-là que Gödel prend, et il montre qu'ensuite, cette sous-classe du modèle satisfait gratuitement l'axiome du choix et l'hypothèse généralisée du continu. Alors, évidemment, je parlais de transformation de modèle, maintenant il faut parler de traduction logique. C'est quoi la traduction logique associée ? Ben, c'est une traduction très simple, c'est la traduction par relativisation. C'est-à-dire qu'on va relativiser toutes les formules de la théorie des ensembles au prédicat être constructible. Donc, c'est défini par induction sur la formule. Les deux cas importants, c'est comment on traduit quel que soit x phi de x dans L. Ben, c'est juste, on met une relativisation, et ensuite, on pousse la relativisation par induction. Même chose pour il existe, c'est il existe x tel que constructible, et ensuite, on pousse la relativisation. Et sur les connecteurs, ça fait des choses triviales, ça traverse la structure sans rien changer. Ça, c'est la traduction logique associée à la formule relativisée. Et on a bien l'adjonction désirée, c'est-à-dire que si phi est vrai dans le sous-modèle, si et seulement si la formule relativisée est vraie dans le modèle initial. Et enfin, on a une preuve purement syntaxique de cohérence relative qui dit que si je sais démontrer phi sous les axiomes de ZF, l'axiome du choix et l'hypothèse généralisée du continu, alors, dans ZF tout nu, je sais démontrer phi relativisé avec L. Et en particulier, comme la formule fausse relativisée à L, c'est la formule fausse, si j'ai une incohérence ici, syntaxiquement, par traduction syntaxique, j'en déduis une incohérence ici. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la vision traduction logique. Et il reste maintenant à parler de la traduction de programme, transformation de programme. Eh bien, c'est un problème ouvert. Personne n'a jamais fait. J'ai commencé à regarder, j'ai arrêté parce que c'est très, très, très compliqué. Et donc, c'est une proposition de sujet de Master 2, voire de thèse, étudier cette transformation de programme. Alors, j'ai quand même quelques idées. Alors, qu'est-ce que ça fait ? En fait, d'abord, c'est une transformation typée. C'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à une transformation de lambda terme pure, elle a besoin des types. Et pourquoi elle a besoin des types ? Elle a besoin de savoir où sont les quantifications universelles pour savoir où appliquer la transformation. C'est une transformation qui change la nature de polymorphisme, qui transforme le polymorphisme implicite en polymorphisme explicite. Donc c'est quelque chose qui part d'un lambda calcul à la Curie et qui va vous donner un lambda calcul à la Church qui va restaurer des annotations de type. Mais attention, les annotations de type, en gros, on va avoir une description des types et on va avoir un calcul sur les types à l'intérieur et on va pouvoir faire du filtrage et de l'inspection sur les types. Et donc, mon sentiment, c'est qu'il y a une très jolie thèse à écrire, axiome du choix, hypothèse généralisée du continu, et type générique, parce que c'est ça qu'on appelle les types génériques. C'est le fait d'avoir le code accessible du type et de pouvoir faire de l'inspection sur le type à l'intérieur, et le type va correspondre à cette relativisation. Et si vous regardez bien ce que ça fait en Curie-Howard, la notion de définissable, c'est juste donner accès à la formule qui construit le type. Voilà. J'ai évidemment jamais regardé ça plus loin, mais je pense qu'il y a une théorie des types qui est capable de faire du filtrage sur les types, de l'inspection sur les types, de la logique classique, et d'en déduire l'axiome du choix. Voilà, donc ça c'est un sujet à proposer. Et maintenant, on va passer au forcing. Alors, le forcing, donc, c'est une technique qui a été inventée en 1963 par Cohen pour démontrer la cohérence relative de la négation de l'hypothèse du continu. Donc, ça vous démontre ou bien que l'hypothèse du continu, la cohérence de ZFC plus la négation de l'hypothèse du continu, ou si vous préférez que dans ZFC, vous ne pouvez pas démontrer l'hypothèse du continu. Alors, ça peut être vu comme une transformation de modèle, une technique pour construire des modèles booléens de ZF, donc ça je vais parler de la connexion avec les modèles booléens, et également une traduction logique de ZF dans ZF. Ici, la question intéressante, c'est que c'est une traduction de la logique classique vers la logique classique. Le jour où on va regarder la traduction de programme correspondante, il va falloir qu'on fasse une traduction de programme classique vers les programmes classiques. Et essentiellement, c'est un outil très standard de théorie des ensembles qui permet de démontrer la cohérence relative ou l'indépendance de nombreux axiomes, et notamment, par exemple, l'axiome de Solovay, qui dit qu'on peut très bien supposer dans ZF que tout sous-ensemble de R est le beg mesurable. Ça se démontre à coup de forcing. Attention,
ZF est trop faible pour démontrer ça, il faut supposer ZF plus un cardinal inaccessible. Donc, mais voilà, c'est un exemple d'axiome qu'on peut forcer par ZF, c'est qu'on a le droit de supposer que tous les sous-ensembles de R sont en Lebesgue mesurable. Alors, comment ça marche? Ça marche en raison du fait qu'en théorie des ensembles, l'ensemble des parties est dramatiquement, terriblement, affreusement sous-spécifié. Pourquoi il est sous-spécifié? Prenez un ensemble comme N et essayez d'énumérer ses parties. Ben d'abord, vous allez avoir les sous-ensembles finis. Ça vous en fait un ensemble dénombrable. En haut, vous allez avoir les ensembles cofinis. Ça vous en fait encore un nombre dénombrable. Et au milieu, comment vous fabriquez des ensembles qui sont ni finis ni cofinis? Ben vous n'avez qu'une seule méthode, c'est la compréhension. Vous vous donnez une formule et vous prenez l'ensemble des x qui satisfont la formule. Mais combien on a de formules à disposition? On n'en a qu'un nombre dénombrable. Donc les ensembles, les sous-ensembles de N qu'on peut définir sont en fait intuitivement en nombre dénombrable. Mais de l'autre côté arrive Cantor qui nous dit mais on sait que P de x ne peut jamais être en bijection avec x. Et donc il est en train de nous dire que, en dehors des ensembles qu'on peut construire à la main, il en existe une infinité, beaucoup plus en fait, mais on n'a aucune idée de à quoi ils ressemblent. Et donc le power set est sous-spécifié. D'où l'idée de Cohen, des sous-ensembles, en fait, on peut en rajouter comme on veut. Voilà, donc vous partez d'un modèle M, et votre principe, toujours la même forme, votre modèle, sa colonne vertébrale, et vous voulez ajouter un nouveau point à M, qui est un point idéal, typiquement une injection de l'F2 dans R. Ça va vous forcer la négation de l'hypothèse du continu. Si vous êtes capable d'injecter Lf2 points dans R, vous savez que le cardinal de R est au moins Lf2, et vous êtes tranquille, vous avez cassé l'hypothèse du continu. Alors le problème, c'est qu'évidemment, le petit défaut de ce point-là, c'est qu'il est en dehors du modèle, donc vous ne savez pas le définir. Donc, pour le décrire, vous allez passer par les approximations à l'intérieur du modèle de départ. Vous définissez un ensemble de conditions, qui est un ensemble ordonné, et P ici, c'est comme les approximations potentielles. Ce ne sont pas les approximations réelles, ce sont les approximations potentielles. Vous définissez un ensemble d'approximations potentielles qui, lui, est un ensemble parfaitement définissable dans votre modèle de départ. Et l'intuition, ce que vous dit forcing, c'est que, en fait, dès que vous avez un ensemble d'approximations potentielles, vous avez un ensemble G qui choisit les bonnes approximations, qu'on appelle un filtre générique, et qui va vous permettre de construire votre objet idéal. Voilà. Et G, c'est ce qu'on appelle le filtre générique, et lui, il est en dehors du modèle. En particulier, la chose essentielle, c'est de comprendre que, comme on est dans un modèle de ZF, P, lui, c'est un élément du power set. Le power set au sens de M. Mais G, lui, n'est pas un élément du power set. Il n'est pas encore dans le power set. C'est un sous-ensemble qui n'est pas enregistré dans l'ensemble des parties officielles de P. Et la technique de forcing dit on peut toujours considérer un tel ensemble générique, que je ne vais pas définir, et que dès qu'on a un modèle M, un ensemble de conditions, et ce fameux objet abstrait qui est un ensemble générique, automatiquement, ça va nous engendrer un surmodèle. Et ce surmodèle va avoir un nouvel ensemble de parties, qui est beaucoup plus gros en général, et qui, lui, va évidemment contenir G comme élément. Et du coup, on va devoir se promener avec deux ensembles de parties, et c'est toute la difficulté des raisonnements dans une extension générique, c'est de dire « Ah, mais là, je suis dans le petit ensemble de parties, là, je suis dans le grand ensemble de parties. Ah, mais ça, c'est l'espace des fonctions avant, c'est l'espace des fonctions nouvelles. » Et en particulier, il y a des horreurs qui se produisent parce que comme vous rajoutez des fonctions, vous rajoutez des bijections. Et donc, des ensembles qui n'étaient pas équipotents à l'origine peuvent devenir équipotents. Donc ça, c'est un problème connu en forcing, c'est que vous tuez des cardinaux en faisant ça. C'est-à-dire des ordinaux qui étaient équipotents avec aucun ordinal en dessous d'eux, qui avaient le statut « je suis un cardinal », vous faites grossir le modèle, et bing, une bijection apparaît, et votre cardinal, il meurt dans d'atroces souffrances, et c'est comme ça, en fait, que vous pouvez égaliser des choses. En particulier en forcing, une propriété très intéressante, qui correspond à l'intuition, suivant laquelle, intuitivement, tous les ensembles sont moralement dénombrables. C'est un truc de forcing connu, vous prenez deux points de votre modèle initial qui sont deux ensembles infinis. A priori, ils n'ont aucune raison d'être équipotents. Il est toujours possible de fabriquer un ensemble de conditions qui va vous forcer une bijection entre ces deux points. C'est-à-dire que vous prenez deux ensembles infinis, il existe un surunivers qui va vous les égaliser en termes de cardinalité. Donc ça, c'est pour dire une chose essentielle, c'est que la cardinalité, en fait, ne parle pas de taille. Elle parle de force logique. Ou si vous préférez, ce n'est pas la taille qui compte, du moins en logique. Et évidemment, une fois que vous avez vos bonnes approximations, vous prenez la limite et vous obtenez votre objet idéal. Ici, en général, c'est l'union.
Voilà. Et donc, c'est la technique générale de construction de forcing. Alors, évidemment, derrière, il y a une traduction logique. Alors, c'est une traduction qui est paramétrée par un ensemble ordonné, et les éléments de P sont appelés les conditions de forcing. Et ici, Q est plus petit que P, ça signifie Q est plus forte que P. Donc, il faut le voir comme l'ordre de l'implication. Si vous avez tout l'argent disponible dans Q, alors vous avez également tout l'argent disponible dans P. C'est une forme d'affaiblissement, c'est vraiment l'ordre de l'implication. Et vous avez une traduction, dont Xavier vous a déjà parlé il y a une semaine, et essentiellement, c'est une traduction qui prend une formule phi avec plein de variables libres et qui vous rajoute une variable libre en plus, qui est P force phi, où P est la condition. Alors, voilà les éléments de la traduction. Le point essentiel de la traduction, c'est la traduction de la négation ou bien de l'implication, qui dit que pour toute condition Q plus forte que P, Q ne force pas phi. Sachant que la traduction est définie a priori uniquement sur le cas de base. Alors ici, vous voyez que je traduis Q appartient au générique, et hop, le générique disparaît. Vous voyez que le générique est un objet fictif, il disparaît à travers la traduction. Dire que Q est en fait un élément du générique, c'est juste dire qu'on a trouvé quelqu'un de suffisamment fort pour être plus fort que Q. Et ça commute avec quel que soit et, mais attention, ça commute pas avec le ou, pas avec l'implique, pas avec le il existe. Enfin, ça dépend des présentations. Et le lemme de correction vous dit essentiellement que votre formule phi vaut dans l'extension générique si et seulement s'il existe un objet de G tel que P force phi est vrai dans le modèle initial. Vous avez vraiment une caractérisation en termes du modèle initial. Alors, pourquoi le lien avec les modèles booléens? Ben, la remarque, si vous prenez l'ensemble des conditions qui forcent, alors techniquement, il ne faut pas prendre phi, il faut prendre non-non-phi pour s'assurer que les choses vont bien tourner. Mais bon, en logique classique, non-non-phi et phi, c'est équivalent. Et bien ça fait partie, ça vous fait un sous-ensemble d'ensemble de conditions qui a une très bonne structure, qui a une structure d'algèbre de Boole complète. Et c'est ce qu'on appelle l'algèbre de Boole induite par P. Et une fois que vous regardez ça, vous avez juste la dénotation de phi, c'est un élément d'une certaine algèbre de Boole complète, et le ou va s'interpréter par la borne sup, le et va s'interpréter par la borne inf, etc. La négation par la négation dans l'algèbre de Boole. Et donc, en fait, vous découvrez que le forcing, c'est juste une technique pour construire ce qu'on appelle des modèles booléens. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on voudrait, c'est la transformation de programme sous-jacente. Transformation de programme, ça a été fait en deux temps. D'abord, c'est un article de Jean-Louis Krivine qui parle de réalisabilité et de forcing combiné, qui va combiner les deux. Et essentiellement, la chose qui m'intéresse là-dedans, c'est il a découvert, en fait, de manière partielle, la transformation de programme sous-jacente. C'est-à-dire de voir qu'il y a une transformation de programme non typée à l'œuvre derrière le forcing. Et en particulier, il s'intéressait comment forcer un bon ordre sur R à partir de rien. Donc vous partez d'un modèle sans axiome du choix et vous obtenez à la fin un petit bout d'axiome du choix. Et moi, je me suis intéressé, j'ai cherché à pousser les choses plus loin. D'abord, pour retirer l'enfer de la théorie des ensembles, je suis repassé en logique d'ordre supérieur. Et je me suis intéressé, donc, quelle transformation de programme sur des termes de preuve à la Curie. Donc c'est le lambda calcul avec COL-CC parce qu'on veut faire de la logique classique. Et essentiellement, on va obtenir une transformation de programme non typée qui va assurer que si T type phi, alors T étoile qui ne dépend pas de phi, qui ne dépend que de T, va être de type P force phi. Et ensuite, on va parler d'internalisation dans la machine abstraite. Alors, voici la tête de la transformation de programme. Donc ça, quand on la regarde, elle est horrible. Elle traduit les variables par elle-même. Elle insère un combinateur gamma 3 sur la traduction dans l'application. Et le lambda, c'est très intéressant. Si vous regardez bien, elle fait du lifting. C'est-à-dire qu'elle insère un combinateur bêta 4 sur toute occurrence de la variable liée, et elle insère de nouveaux combinateurs sur toutes les variables libres. Et si vous regardez bien quand vous appliquez ça par induction, ça va vous reconstruire la structure des termes à la Debrun. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une traduction qui ne travaille pas sur les termes nommés, mais sur les termes à la Debrun. C'est très intéressant, ça. Et ensuite, COL-CC se traduit aussi à partir de COL-CC. Et si vous regardez tous ces combinateurs, en fait, c'est du passage par état. C'est une transtraduction en passage par état. Elle passe un état, et cet état, c'est le petit c, qui est la condition de forcing calculatoire. Alors ça, c'est très intéressant. Quand vous voyez cette traduction, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait en pratique? Et ce n'est pas du tout évident de voir comment elle fonctionne en pratique, même en ayant la traduction sous les yeux. Alors évidemment, cette traduction, j'ai oublié de dire, elle est correcte, parce que, bah voilà, si T est type phi, alors T étoile est type P force phi, quel que soit P, c'est un programme polymorphe. Alors, maintenant, on va essayer de comprendre cette traduction, et on va aller un cran de plus. On a vu que le forcing, c'est une transformation de modèle.
Mais comme toute transformation de modèle, c'est une traduction logique. Mais une traduction logique, on a vu que c'est une transformation de programme. OK? Mais en fait, on peut aller encore plus loin. On peut faire une transformation de modèle de calcul. C'est-à-dire que, en fait, l'intuition est très bête, c'est qu'on va pousser la transformation de programme dans le hardware, dans le matériel. C'est-à-dire qu'au lieu d'évaluer le programme transformé dans la machine usuelle, on va transformer le programme source, non transformé, dans une machine modifiée. On obtient une nouvelle adjonction. C'est l'idée de dire que exécuter T étoile dans la cam, ça va être la même chose que exécuter T dans une nouvelle machine virtuelle. OK? Et donc, c'est quelque chose qu'on connaît dans les systèmes. Typiquement, quand vous avez besoin de vérifier que vous avez un mapping d'adresse, vous pourriez le faire par traduction de programme, en disant, à chaque fois que vous appelez une adresse en mémoire à un endroit, vous insérez un bout de code qui applique la transformation. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans le matériel. Et bien là, on va faire la même chose pour le forcing. Et du coup, on va comprendre ce que ça fait. Voilà, donc je vais partir de la machine abstraite de Krivine, donc, et je vais intégrer le forcing à l'intérieur. Alors, la machine abstraite de Krivine, elle va avoir des termes de preuve qui sont ou bien des x, des lambda xt, des tu, des col cc, et puis des piles vides, et ici, alors je mets un c, mais ça devrait être un t, parce qu'ensuite, je vais tout de suite passer, comme j'ai besoin d'accéder aux indices de Debrun, je vais tout de suite passer avec une machine avec environnement explicite. Donc voilà, ça c'est une machine avec environnement. Donc cette fois-ci, vous avez des termes. Vous avez un environnement, c'est une liste d'associations variables fermeture. Une fermeture, c'est ou bien un terme dans un certain environnement, ou bien un fameux CAPI. C'est les CAPI qui sont produits par colCC. Et ici, vous avez les règles d'évaluation standard de la machine de Krivine, que je vais appeler mode réel. On va voir pourquoi dans un instant. Les règles d'évaluation standard de la machine de Krivine avec environnement explicite. Donc ici, vous avez deux règles pour accéder aux variables. Ici, ce n'est pas la bonne variable, donc on est obligé de faire sauter un binding. Et ici, c'est la bonne variable, donc ça y est, on va rechercher la fermeture correspondante. Voilà, donc ça, c'est vraiment la machine de Krivine avec environnement. Et maintenant, la nouveauté, c'est que je vais rajouter un deuxième type de fermeture que je vais appeler les fermetures de forcing. Donc les fermetures de forcing, elles portent une marque. Maintenant, étoile, ce n'est plus une traduction, c'est une marque. C'est juste chaque fermeture porte un mode d'exécution, ou bien en mode réel, ou bien en mode forcing. OK? Donc et ça vient avec chaque fermeture. OK. Et maintenant, il faut décrire comment ces nouvelles fermetures s'évaluent. Voici comment elles s'évaluent. Ben, si vous regardez bien, c'est essentiellement les mêmes règles d'évaluation qu'auparavant, sauf que maintenant, on a une partie de la pile qui est réservée pour le système. Et donc, on obtient en fait une virtualisation. Donc, on a un petit noyau qui se trouve là, et c'est la condition de forcing. Et à chaque fois qu'on fait un pas de calcul, eh ben, on insère un combinateur pour garder l'historique de toutes les opérations qui ont été effectuées. Donc c'est à la fois de la virtualisation, des anneaux de protection, du monitoring. Donc c'est plein de choses à la fois. Et en fait, c'est ça que fait le forcing. Et donc qu'est-ce qui se passe quand vous faites du forcing? Eh bien, comme dans n'importe quel processus, quand vous êtes sous Unix, par exemple, eh bien, vous travaillez en mode protégé. C'est ça le mode protégé. Et donc vous faites des preuves mathématiques normales. Et derrière, vous avez la partie de la pile que vous voyez, c'est celle-ci. Celle-ci, vous ne la voyez pas, elle est cachée pour le système. Et le jour où vous appelez un axiome de forcing, vous avez caché une forme. Vous voyez ici qu'à chaque fois que vous accédez à une fermeture, cette fermeture peut être ou bien en mode réel, ou bien en mode forcing. Et donc à chaque fois que vous faites apparaître une nouvelle fermeture, cette fermeture va décider du mode d'exécution. Et si vous avez mis un axiome forcing, un axiome forcé, lui sera en mode réel. Vous faites un system call à ce moment-là, et vous utilisez cette règle-là, où là, cette fois-ci, le sommet de la pile est visible et devient un argument comme un autre. Et c'est ça que fait le forcing, en fait. Il fait de la virtualisation, du monitoring, des anneaux de protection, et c'est rien d'autre que ça. Alors, il y a une très jolie illustration qui a été faite par Lionel Rigg, qui montre comment utiliser cette machine pour calculer des arbres de Herbrandt, essentiellement. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire un calcul parallèle sur des arbres, où tous les nœuds de calcul, en fait, toutes les feuilles représentent des nœuds de calcul, mais vous voulez le séquentialiser, et dans ce cas-là, dans votre logique, vous introduisez un réel de Cohen, et en fait, ça va vous faire un ordonnanceur, et qui va séquentialiser le calcul. Donc je pense qu'ici, il y a une mine d'opérations à chercher, et sans doute la publicité à faire, c'est dire qu'on voit bien qu'on peut pousser le forcing jusqu'au matériel, mais vous savez très bien que les gens qui font des systèmes d'exploitation, de hardware, ont plein de trucs comme ça en réserve, et je suis absolument persuadé qu'on a une mine de traduction logique et de transformation de modèle qu'on pourrait déduire en allant en sens inverse. Voilà, donc ça va terminer ma partie sur le forcing. Et maintenant, je vais laisser tomber un peu toutes ces questions. Ici, ça c'est très important, c'est une analyse par Curie-Howard du forcing.
Donc ce que je vous présente, c'est en fait pas le forcing. C'est le forcing combiné avec la réalisabilité. C'est ce qu'on appelle du forcing itéré. C'est la combinaison de la réalisabilité et du forcing. Puisqu'en fait, derrière le simple fait de parler de calcul, le terme de preuve, c'est que je suis implicitement en train de parler de réalisabilité. Alors évidemment, il manque un ingrédient, et il va falloir maintenant que je passe à la réalisabilité. Alors, pour résumer, au départ, on est parti des modèles de Tarski, où on interprète les formules phi dans l'ensemble 0,1. Ensuite, on a vu les modèles booléens. Le forcing, c'est un cas particulier. Donc, ça permet de faire le forcing de Cohen, mais ça permet aussi de faire ce qu'on appelle les modèles produits. Quand vous faites un produit cartésien de modèle de Tarski, vous n'obtenez pas un modèle de Tarski, vous obtenez un modèle booléen sur le produit des algèbres que vous utilisez. Et c'est souvent utilisé dans les quotients à travers un ultrafiltre. Alors, donc vous partez d'un modèle produit sur une algèbre de boules complète, vous prenez un ultrafiltre, vous faites le quotient, et vous obtenez un modèle de Tarski. Si vous êtes parti des modèles booléens du forcing de Cohen, vous obtenez ce qu'on appelle une extension générique, qui n'est rien d'autre qu'un quotient en fait, d'un modèle booléen par un ultrafiltre. Et si vous faites ça sur des modèles produits, vous obtenez les modèles de l'analyse non standard, qui est une autre technique pour utiliser des modèles booléens. Mais ça, c'est bien joli, c'est pour les mathématiciens classiques. Il se trouve qu'il existe dans l'univers des mathématiciens intuitionnistes. Donc dans ce cas-là, pour les rendre heureux, vous remplacez les algèbres de boules complètes par les algèbres de Heyting complètes, et vous obtenez ce qu'on appelle le forcing de Kripke. Le step indexing également, c'est un cas particulier de ça, et ça va vous donner la probabilité intuitionniste. Mais je n'ai pas fini. Maintenant, il reste la réalisabilité intuitionniste, où on va interpréter chaque formule phi par un ensemble de programmes. Ici, ça va être un langage de programmation fonctionnelle. Ça va interpréter donc c'est un truc qui est inventé par Kleene en 1945. Ça interprète les preuves intuitionnistes. C'est un modèle basé sur la sémantique opérationnelle. Ça, c'est très important. C'est que souvent, on oppose sémantique dénotationnelle, sémantique logique et sémantique opérationnelle. En réalisabilité, c'est exactement la même chose. La sémantique opérationnelle, c'est ça qui crée la logique. Et ça généralise les modèles de Tarski. Et enfin, je parlerai également un peu, très peu en fait, de réalisabilité classique, qui est la forme qui est compatible avec le tiers exclu. Et on va voir que ça généralise le forcing de Cohen, et ainsi que les modèles de Tarski. OK. Alors, on va rappeler un peu les principes de la réalisabilité, et pour ça, il faut revenir aux bases. Et les bases, c'est évidemment l'interprétation de Breuer, Heyting, Kolmogorov. Je pense que vous êtes tous familiers. Donc, le principe philosophique, vous savez que la signification d'une formule phi, c'est l'ensemble des preuves, au sens anglais evidences, que la formule phi est vraie. Donc, vous avez trouvé de l'ADN sur le couteau ensanglanté, et donc vous avez une idée sur l'identité du meurtrier. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre la notion de preuve. Et donc, vous avez la correspondance habituelle, je n'ai pas besoin de détailler. Voilà, c'est la correspondance. Alors, ça, c'est une idée philosophique, mais elle peut se mathématiser techniquement de deux manières. Ou bien vous le faites dans la syntaxe et vous obtenez Curie-Howard, système de déduction, ou bien vous le faites dans la sémantique opérationnelle et vous obtenez la réalisabilité. Donc, la réalisabilité, c'est rien d'autre qu'une mathématisation calculatoire de l'interprétation de Breuer, Heyting, Kolmogorov. Alors, essentiellement, ça a démarré dans l'arithmétique intuitionniste, donc l'arithmétique de Heyting, et ce qu'a fait Kleene, c'est montrer que à chaque formule phi, on peut lui associer un ensemble de programmes qui réalisent phi en suivant la correspondance de Breuer, Heyting, Kolmogorov. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette technique, elle s'étend non seulement à l'arithmétique intuitionniste du second ordre, d'ordre supérieur, elle s'étend à la théorie des ensembles intuitionnistes, et en particulier, il y a tout un travail catégorique sur lequel je vais revenir plus tard. Alors, techniquement, pour faire ça, vous avez besoin d'algèbres combinatoires partielles. Donc, c'est juste une modélisation de votre langage de programmation. C'est essentiellement un ensemble non vide muni d'une application partielle, qui est une fonction partielle, et de deux combinateurs K et S qui vont vous faire la logique combinatoire. C'est une façon abstraite de décrire ça. L'exemple typique, évidemment, chez les entiers naturels munis de l'application de Kleene, mais vous pouvez aussi prendre, si vous n'aimez pas les entiers naturels munis de l'application de Kleene, vous prenez lambda terme clos à bêta équivalence près, vous prenez l'application, en plus, ça a le bon goût d'être une opération totale, donc ça simplifie énormément la vérification de la définition, et ça va vous faire la même chose. Alors, une fois que vous avez ça, vous savez interpréter les formules arithmétiques en suivant la correspondance de Breuer, Heyting, Kolmogorov. Donc, évidemment, j'ai besoin de quelques ingrédients supplémentaires, j'ai besoin de couples, mais une fois que j'ai SCK, ça ne va pas être très difficile de fabriquer des couples. J'ai besoin d'antinaturels représentés dans mon langage de programmation, mais une fois que j'ai SCK, je saurai aussi les représenter. Voilà. Et le théorème, donc vous définissez la réalisabilité en disant que P réalise phi si P appartient à cet ensemble-là. Et le théorème d'adéquation, c'est que si phi est démontrable dans l'arithmétique intuitionniste du premier ordre,
alors phi est réalisable par un certain programme. Voilà. Alors, ça, c'est le point de base. Maintenant, il faut revenir avec le forcing. Ça ressemble quand même énormément à du forcing, et c'est une remarque de Dana Scott. En forcing, vous avez des conditions de forcing qui vous forcent une formule. En réalisabilité, vous avez des programmes qui vous réalisent une formule. Et en plus, j'ai utilisé les lettres PQ pour les deux afin qu'on puisse bien mélanger les deux. Alors, c'est quoi la différence? Par exemple, si vous voulez forcer un modus ponens, si P force phi et psi implique psi, et si Q force phi, vous aurez besoin de prendre la borne inf ou toute condition plus petite que P et Q. Et ça va vous forcer psi. OK? Et dans la réalisabilité, c'est la même formule. Sauf que ici, ce n'est pas la même chose, c'est l'application. Donc ça, c'est très intéressant. Ici, vous avez la même notation, ça dénote la borne inf, et ça, c'est l'application. Et ici, même chose, je veux forcer phi, je sais forcer psi avec Q, donc je prends la borne inf, ça va me forcer phi et psi. Ah non, on n'a pas de borne inf en programme, on a la paire de PQ qui va réaliser phi et psi. Et donc en fait, on va s'apercevoir que la dénotation de phi et psi, c'est juste l'intersection de la dénotation de phi et l'intersection de psi. Et donc on voit bien que c'est la borne inférieure. On est notion algèbre de Boole. Ici, c'est le produit cartésien. Quelle est la différence entre les opérations là et les opérations là? Ici, on n'utilisait que la borne inf, c'est ces opérations commutatives. Ici, on utilise l'application qui n'est ni associatif ni commutatif, et la paire qui n'est pas commutatif. Et donc maintenant, on peut le slogan, c'est une proposition. La réalisabilité, c'est du forcing non commutatif. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Alors, ça va être tout le reste de l'exposé, c'est d'essayer de faire passer cette idée-là, que la réalisabilité, c'est du forcing non commutatif. Alors, pour ça, on va passer par l'interprétation catégorique. L'interprétation catégorique, qui vient donc des travaux de Lovir sur les hyperdoctrines et topos élémentaires. Le lien essentiel fait par Scott. C'est Scott, une des personnes essentielles là-dedans, puisqu'il a travaillé et dans le forcing et dans la réalisabilité. Donc lui, il a vraiment vu les liens. Il a vu le lien notamment entre le forcing et les topos de faisceau. Et à partir de ce moment-là, on a toutes les topos qui correspondent à la réalisabilité, à partir des travaux de Hyland, Johnston et Pitts dans les années 80. Alors, je vais utiliser un mot grossier. Je vais très peu parler de topos, en fait, même si c'est ce qui intéresse souvent les catégoriciens. Moi, je suis logicien, je préfère les tripos. Donc, tripos, si vous ne savez pas ce que c'est, je ne vous donnerai pas la définition. Je dis juste que c'est un modèle catégorique de la logique d'ordre supérieur, et ça suffira pour comprendre mon exposé. Donc, à chaque fois que vous voyez tripos, vous traduisez par modèle de la logique d'ordre supérieur, et vous comprendrez tout ce que je vais raconter. Une fois que vous avez ça, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. C'est que, en fait, la remarque de ces gens-là, c'est que vous pouvez construire un modèle de la logique d'ordre supérieur à partir d'une algèbre de Whitney complète. Et ça va vous mimer le forcing intuitionniste. Vous pouvez faire la même chose à partir d'une algèbre de Boole complète, qui sont des cas particuliers d'ailleurs. Ça va vous faire du forcing classique. Mais vous pouvez également prendre une algèbre combinatoire partielle, vous savez, ces fameuses PCA, et vous allez obtenir la réalisabilité intuitionniste. Et ensuite, la remarque de Hyland, Johnson et Pitts, c'est que dès que vous avez un tripos, vous avez une construction uniforme qui vous engendre un topos. Et donc, en fait, vous allez construire, grâce à ça, des topos de forcing intuitionniste et classique et des topos de réalisabilité intuitionniste à partir des PCA. Voilà. Donc ça, c'est le cadre catégorique général tel qu'il a été défini dans les années 80 par tous ces gens-là. Alors, il y a quand même un gros manque, si vous regardez bien, il y a un gros trou. Et le gros trou, c'est que je vous ai parlé de forcing intuitionniste, de forcing classique, mais à aucun moment je vous ai parlé de réalisabilité classique. Il y a un trou. Et il y a une raison simple, c'est qu'il y a un théorème qui dit que la réalisabilité classique, ça n'existe pas. Donc c'est un théorème catégorique qui dit que la logique d'un topos de réalisabilité est classique si et seulement si la PCA sous-jacente est dégénérée, seulement si elle a un point. Et donc, en particulier, c'était un énoncé qui circulait dans toutes les années 80, dans les catégoriciens, c'est évidemment qu'il n'y a pas de réalisabilité classique parce que c'est impossible. C'est un truc calculatoirement dégénéré. On a un théorème qui le démontre. C'est calculatoirement dégénéré. Et donc, la réalisabilité classique, c'est impossible. Et pourtant, à partir du milieu des années 90, vous avez Jean-Louis Krivine qui, heureusement, ne connaissait pas tous ces travaux-là, qui, lui, ça ne l'a pas du tout gêné pour définir ce qu'il appelle la réalisabilité classique. Et donc, il y a une reformulation complète des principes de la réalisabilité pour les rendre compatibles avec la logique classique. C'est basé sur la correspondance entre les principes de raisonnement classique et les opérateurs de contrôle, donc sur le fait que Cole CC réalise la loi de Peirce.
Et non seulement ça s'étend à la théorie des ensembles, ça interprète l'axiome des choix dépendants, et on peut même interpréter par composition le forcing de Cohen à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les mathématiques sont incohérentes, puisque d'un côté, il y a des gens qui vous disent la réalisabilité classique n'existe pas, et on a un théorème qui le démontre, et de l'autre côté, il y a des gens qui disent si, on a la réalisabilité classique, mais en revanche, les catégories, c'est nul, on ne sait pas faire et on s'en fiche. C'est ce que disait Jean-Louis. Hein. Jean-Louis, c'est ce qui lui a permis de faire ça. Donc, à un moment, il faut quand même résoudre ce qui est quand même un paradoxe. Donc, je vais vous rassurer, les mathématiques ne sont pas incohérentes, c'est juste qu'il y avait une malcompréhension. Alors, en fait, c'est Thomas Streicher qui a réglé le problème, et qui dit la chose suivante, c'est qu'en fait, la réalisabilité de Krivine ne dérive pas d'une algèbre combinatoire partielle, mais d'une algèbre combinatoire ordonnée. C'est-à-dire qu'en fait, les algèbres combinatoires partielles, elles représentent qu'une toute petite partie de la réalisabilité, et on sait depuis les travaux de Scott qu'on peut toujours troquer la partialité contre de l'ordre, mais que ça donne quelque chose de plus général. Et en fait, ce qu'a démontré Thomas Streicher, c'est que si vous étendez la réalisabilité aux algèbres combinatoires ordonnées, ce qui avait déjà été fait d'ailleurs par les catégoriciens. Ils avaient déjà fait ça, ils avaient une extension, mais ils n'avaient pas remarqué que, du coup, ça devenait compatible avec la logique classique. Et donc ça a été étudié essentiellement par Walter Ferrer, donc ça c'est l'école de Montevideo qui s'est mise là-dessus à partir de 2015, faire toute une analyse des liens entre la réalisabilité classique et les algèbres combinatoires ordonnées. Donc, ce qu'il faut qu'on retenir de tout ça, c'est que les algèbres combinatoires partielles, la réalisabilité historique, c'est en fait prendre le point de vue de la bêta-équivalence. De dire, on s'intéresse à l'équivalence de programme, l'égalité de programme. Alors que les algèbres combinatoires ordonnées se disent, non, on n'a pas besoin de l'équivalence de programme. Juste l'ordre de l'évaluation nous suffit. Et on fait quand même encore des tripos et des topos. Et une fois que vous avez ça, vous avez quelque chose de plus général. À partir de, comme avec les PCA, vous pouvez transformer tout OCA en un tripos ou un topos, et ensuite en un topos qui peut être intuitionniste ou classique. Ben, la réalisabilité classique, c'est juste une façon de fabriquer des OCA classiques, c'est tout. Et je n'en dirai pas plus dessus. Alors, juste faire une pub pour dire que la réalisabilité classique, c'est vachement bien, ben, vous avez des nouveaux modèles de ZF. Donc voici un exemple de nouveaux modèles de ZF par réalisabilité classique. Exemple de nouveaux modèles de ZF, ben, par exemple, vous avez un modèle de ZF construit par Jean-Louis Krivine en 2012, un modèle de ZF, donc classique, toute la théorie des ensembles que vous avez, plus les choix dépendants, donc en particulier vous avez le choix des nombrables, vous n'avez pas de problème avec vos ensembles infinis là-dedans, et pourtant, dans ce modèle, vous avez un ensemble infini, une partie de R qui est infinie, qui n'est pas équipotente avec son carré cartésien. Vous avez même deux sous-ensembles infinis de R dont les cardinaux sont incomparables. Il n'existe aucune injection et aucune surjection dans aucun sens. Ça, c'est la partie gentille. On va aller à des choses un peu plus sauvages. Vous avez une suite d'ensembles infinis indicés par Q, donc ordre dense, qui est strictement croissante au sens des cardinaux. Donc vous avez une succession indicée par Q de cardinaux qui sont denses. Voilà. Ben ça s'obtient avec une algèbre de réalisabilité classique qui contient juste le lambda calcul, col-CC, l'instruction quote, et c'est un langage tout ce calcul dénombrable à mettre en parallèle avec les travaux de Cohen pour forcer la négation de l'hypothèse du continu de l'action du choix. Ils ont besoin d'un ensemble de conditions qui est très fortement non dénombrable, qui dépasse le continu. Ici, juste avec une algèbre de réalisabilité dénombrable, ben, si vous regardez bien, chacune de ces trois propositions réfute à la fois l'axiome du choix et l'hypothèse du continu. Et c'est fait avec du lambda calcul. Voilà, donc ça c'est un exemple du potentiel que peut faire la réalisabilité classique. En particulier, cette construction-là, on sait que ce n'est pas possible par forcing seul. Peut-être par forcing itéré avec des modèles intérieurs, mais le forcing seul, ça on a des arguments théoriques qui disent que cette construction-là n'est pas possible. Et pourtant, tout ça c'est fait avec des algèbres dénombrables. Donc ça c'est pour dire qu'il y a un champ de nouveaux modèles qui sont en fait tout à fait envisageables à partir de maintenant. Alors évidemment, la question qui se pose, qui va être la suite, la fin de mon exposé, c'est les algèbres implicatives. C'est quoi la bonne notion de valeur de vérité? Une fois qu'on a vu plein de valeurs de vérité différentes, on aura envie, si vous voulez, maintenant on est une sorte de situation où c'est un cauchemar. On a d'un côté la réalisabilité classique, la réalisabilité intuitionniste, le forcing classique, forcing intuitionniste, on a les algèbres combinatoires ordonnées, les OCA. Enfin, il y a une ribambelle de façons d'interpréter les propositions logiques. Et donc, depuis le temps que moi j'étudie tout ça, ma grande question, c'est de dire maintenant, il est temps d'unifier. Il est temps d'unifier. Donc, effectivement, on a vu qu'on pouvait interpréter
Donc c'est quoi une algèbre de valeur de vérité? Ici, j'utilise le mot algèbre au sens intuitif. Ça peut être une algèbre de Hyting complète, une algèbre de boule complète, un ensemble de parties d'une PCA, un ensemble de parties d'une OCA. Mais en fait, non. Tout ça, c'est des algèbres implicatives. Donc maintenant, c'est vers la fusion du forcing et de la réalisabilité. Quelle est la notion ultime de modèle pour la logique classique et intuitionniste? Alors, je vais vous donner la définition des algèbres implicatives. C'est la seule des vraies définitions que je vais donner dans cet exposé. Ben, en fait, l'intuition, c'est un triplet, c'est un système de types sémantiques. Donc, vous avez un ensemble de valeurs de vérité ou de types, une relation de sous-typage, qui est, pour moi, maintenant, j'ai compris que c'était la relation fondamentale en logique, c'est le sous-typage et non pas l'implication, et un opérateur d'implication, qui, lui, n'est plus une relation, mais un opérateur. Donc, l'opérateur, c'est une opération binaire qui satisfait exactement ce que vous imaginez pour le système de type. Donc, c'est des choses que vous avez vues 250 000 fois quand vous avez fait du sous-typage. C'est décroissant à gauche, croissant à droite. Quelle surprise! Aucune surprise. Et la seule chose amusante, c'est que quand vous avez une quantification et que le membre gauche d'une implique ne dépend pas, vous pouvez la pousser à droite. Ça, c'est un truc qu'on connaît en polymorphisme depuis tous les jours, on sait que ça, c'est vrai. Alors, cette borne inf, je vais évidemment l'utiliser comme un quelque soit. Pour moi, c'est la sémantique du quelque soit. Le quelque soit, c'est quelque chose, c'est le polymorphisme en logique. Et cette idée fondamentale, c'est de dire que la logique a deux choses qui sont indépendantes. D'un côté, les connecteurs, qui sont représentés par l'implication, de l'autre côté, les quantificateurs, qui sont représentés par l'ordre du sous-typage, sachant qu'en fait, aucun des deux n'induit l'autre. Et c'est ça le point fondamental. Toute l'incomplétude vient du fait qu'il y a une certaine autonomie entre les quantificateurs et les connecteurs, ce qui n'a été jusqu'ici jamais représenté vraiment par les structures algébriques qui représentent la logique. Voilà, donc c'est ça, une structure implicative. Vous voyez, c'est vraiment très simple, et vous en avez rencontré. Les candidats de réductibilité, par exemple, c'est des structures quasi implicatives. Il leur manque juste un petit truc, il faut supposer que le B est non vide, mais vous prenez les candidats de réductibilité de Tate, de Parigot, de Girard, c'est quasiment des structures implicatives. Et puis, je vais rajouter un séparateur. Donc ça, c'est une définition un peu compliquée. Ça dit essentiellement, c'est un critère de vérité. Il faut se dire maintenant qui sont les gens qui sont vrais là-dedans. Donc, vous allez supposer que c'est clos supérieurement, ce qui est assez raisonnable. C'est-à-dire qu'un truc qui est un surtype, ça va être plus vrai. Et vous supposez que ça contient les deux axiomes de Hilbert. Donc, A implique B implique C. Puis ça, c'est les deux axiomes de Hilbert, qu'on appelle K et S en logique. Vous supposez qu'ils contiennent les deux axiomes de Hilbert. Et vous supposez qu'ils sont clos par modus ponens. Quelle surprise! Voilà, donc c'est vraiment une définition complètement idiote. Et c'est une définition que j'ai depuis 15 ans, mais j'en avais honte parce que je me disais, mais ça, c'est vraiment un mauvais travail de M2. C'est vraiment de la paraphrase. Et une algèbre implicative, c'est juste une structure implicative, et je lui donne un critère de vérité, donc un séparateur. Alors ça a l'air de rien, cette définition, et je suis sûr que... En fait, il y a plein de gens qui l'ont inventé, hein. Il y a plein de noms équivalents dans la littérature, mais les gens n'ont pas vu pourquoi c'était le truc important. Alors maintenant, je vais montrer le truc important, c'est... C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de différence entre une valeur de vérité et un réalisateur généralisé. Donc, a priori, comme je vous ai présenté les éléments de A, ça représente des valeurs de vérité ou des types. C'est comme ça qu'il faut les voir. Et l'ordre inférieur ou égal, c'est le sous-typage. OK ? C'est la bonne intuition. Mais la grande nouveauté, c'est que la lambda abstraction et l'application sont définissables dans cette structure, au même niveau. Et donc, du coup, on va pouvoir voir chaque réalisateur comme une valeur de vérité. On va compiler les lambda termes là-dedans, et ça va nous donner automatiquement des valeurs de vérité. Mais comme on peut faire des lambda et des applications entre les valeurs de vérité, on peut voir chaque valeur de vérité comme un réalisateur généralisé. D'où l'arrivée à la correspondance de Greer-Howard ultime. Réalisateur égale programme égale formule égale type. Et c'est ça qui permet de faire le lien. C'était l'idée qui nous manquait. C'était de pousser un cran supplémentaire sémantiquement et de dire qu'en fait, non, tous ces gens-là vivent au même niveau. Attention, ça n'a rien à voir avec les PTS et la théorie des types. C'est vraiment un point de vue nouveau, c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui a tout débloqué, parce que c'était ma grande question quand je cherchais à unifier le forcing et la réalisabilité. Comment ça se fait qu'en réalisabilité, d'un côté, j'ai les termes et les types, et si jamais je les mélange dans un devoir de M2, pan, la règle sur les doigts. Et de l'autre côté, en forcing, les conditions, de temps en temps, on les utilise comme si c'était des preuves, et de temps en temps, on les utilise comme si c'était des valeurs de vérité. D'un côté, on ne pouvait pas faire la confusion, de l'autre côté, on avait le droit de la faire. Et bien la réponse, c'est en fait, on a le droit de faire la confusion. Et du coup, il faut comprendre maintenant ce que signifie cet ordre A inférieur à B. Si vous voyez A et B comme des valeurs de vérité ou comme des types, c'est l'ordre du sous-typage. Mais maintenant, supposez que vous voyez A comme un réalisateur et B comme une valeur de vérité. Ben, c'est le typage, A est de type B. Mais maintenant, supposez que vous voyez A et B tous les deux comme des réalisateurs. Ben, c'est A est plus défini que B. D'où l'idée fondamentale, l'ordre logique du sous-typage, c'est la même chose que l'ordre de Skård inversé. Et c'est toute l'intuition qu'on va prendre à l'intérieur.
Et donc on a une unique structure dans laquelle vont vivre à la fois les types et les programmes. Alors, voici la définition formelle. Vous donnez une structure implicative, vous n'avez pas besoin de séparateur à ce niveau-là. Vous donnez deux éléments A et B, et hop, voici la définition de l'application. Vous donnez une fonction f quelconque, et même pas besoin d'être monotone, continue, quoi que ce soit. Vous définissez lambda f, c'est ça. Vous voyez que ça ressemble à un produit dépendant. Parce qu'en fait, dans cette structure, le produit dépendant et l'abstraction, c'est la même chose. Et vous obtenez deux constructions qui ont le bon goût d'être monotones par rapport à A, B et F. Et évidemment, une fois que vous savez définir l'application et lambda, vous pouvez interpréter n'importe quel lambda terme à l'intérieur, au même niveau que les valeurs de vérité. Donc, en particulier, attention, cette correspondance n'est pas injective en général, et elle sera rarement injective. Donc ce n'est pas un modèle du lambda calcul. Et ça, c'est un point essentiel, c'est qu'en fait, il y a toute une littérature sur le modèle du lambda calcul, le domaine de Scott, etc., où on insiste beaucoup sur l'égalité. N'oubliez pas qu'on veut faire de la réalisabilité classique, l'égalité, c'est trop fort pour nous. Et donc, on a juste besoin d'un ordre. Et c'est ça le point essentiel, c'est qu'en fait, on va lire la bêta-réduction et la éta-expansion en termes d'ordre. Et éta-réduction en termes d'ordre. Vous voyez qu'il fonctionne à l'envers, mais ça, c'est quelque chose qui est connu. C'est qu'on sait que la bêta-expansion, ça a plus à voir avec la bêta-réduction que la éta-réduction. Voilà. L'idée essentielle, c'est que quand vous réduisez un terme, vous grimpez logiquement, c'est-à-dire que vous baissez en termes de contenu d'information. Ça, c'est facile, hein. Vous prenez K, vous l'appliquez à l'identité, et ensuite vous l'appliquez à une preuve de l'hypothèse de Riemann. Donc ça, c'est un terme qui vaut $1 million. Vous faites la réduction, ça se réduit sur l'identité, vous avez perdu votre $1 million. Donc vous avez perdu de l'information. Et même chose, on sait que la éta-réduction perd de l'information. Voilà. Et bien ça découle automatiquement de ces définitions. Et à partir de ce moment-là, dans la même structure, on va pouvoir faire du typage, et on a des types et des preuves au même niveau. En particulier, on a une nouvelle adjonction, qui est l'adjonction fondamentale entre l'application et l'implication vis-à-vis du sous-typage. Dire que AB est plus petit que C, en termes de sous-typage, ici vous voyez que j'utilise une construction de termes, c'est la même chose que dire que A est plus petit que le type B flèche C, qu'on peut voir également comme une step function, mais non continue. L'idée ici, c'est que dans cette structure, on a le minimum pour faire de la logique. Alors, ce qui est très joli, c'est que dedans, vous pouvez compiler les lambda termes. J'ai compilé ici l'identité, K et S. Puis vous pouvez aussi compiler leurs types. C'est leurs types polymorphes, leurs types principaux. Alors, on sait qu'ils sont principaux, mais il y a une bonne raison. C'est qu'en fait, c'est des égalités ici. Vous pouvez démontrer que les combinateurs K, S et I sont égaux à leur propre type. Donc, c'est un bon argument pour dire que c'est les types principaux. Et ça, c'est vrai dans n'importe quelle structure implicative. Ça marche aussi pour C et W, mais ça ne marche pas pour tous les termes. Ça ne marche pas pour les termes en forme non normale. Alors, il y a une conjecture, c'est que ça devrait être vrai pour tous les termes en forme bêta-état normale, mais je n'ai pas encore démontré. Alors, par analogie, puisqu'on sait que les combinateurs sont égaux à leur type, on va poser col CC égale à loi de Peirce. Brutalement. Du coup, je sais aussi interpréter col CC. Mais attention, col CC, c'est une formule, donc ça peut être égal à bottom. Si c'est égal à bottom, ça veut dire que ma logique sous-jacente n'est pas capable d'interpréter le tiers exclu. C'est ça la jolie chose, c'est que j'ai toutes les constructions de la programmation, mais parfois elles n'ont aucun sens. Et donc une fois qu'on a ça, il faut revenir à la dernière partie, le séparateur. Donc, je rappelle qu'une algèbre implicative, c'est une structure implicative, ce que je viens de décrire, et un séparateur. Donc un séparateur, c'est un critère de vérité. Il est cohérent si bottom n'appartient pas à S, et il est classique si en plus il contient col CC. Alors, l'intuition, c'est qu'un séparateur, vous pouvez le voir comme un ensemble de types prouvables. C'est une convention. Ça peut être l'ensemble des preuves légales, mais c'est aussi en réalité un filtre non commutatif. C'est-à-dire que quand on regarde ce qui se passe dans les algèbres de Hitting complète et les algèbres de boules complètes, la notion de séparateur se confond avec la notion de filtre. C'est juste la généralisation de la notion de filtre aux structures implicatives. Et donc, ça, c'est très intéressant, c'est qu'après, il y a tout un exercice rigolo. Vous prenez toutes les constructions usuelles sur les filtres et elles s'étendent au séparateur. Donc, vous avez le lemme de déduction sur les filtres, qui est un truc bien connu, qui devient lemme de déduction sur le séparateur. Vous pouvez quotienter une algèbre par un séparateur, et vous avez même un truc très magique qui s'appelle les ultraséparateurs, qui est l'équivalent dans les algèbres applicatives des ultrafiltres. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'on est vraiment parti des intuitions de Krivine, et l'idée, c'est maintenant d'avoir le cadre général. Alors, en particulier, on peut même caractériser les séparateurs qui sont des filtres. Les séparateurs sont des filtres si et seulement si cet opérateur-là, alors vous me croirez ou pas, mais c'est l'opérateur de choix non déterministe qu'on sait aussi écrire dans la logique. C'est le type du choix non déterministe, c'est vous me donnez un A, vous me donnez un B, et je vous retrouve un truc qui est à la fois un A et B. Ça correspond. Donc l'idée, c'est que fork appliqué à A et B va être plus petit que A et plus petit que B en même temps. Donc c'est comme si c'est évalué à la fois sur A et sur B.
Et bien ça, les séparateurs qui sont des filtres, c'est exactement les séparateurs qui contiennent le choix non déterministe. Et donc un nouveau slogan, c'est le forcing, c'est la réalisabilité non déterministe. Alors tout ça, c'est les idées maintenant qu'on est en train d'essayer de développer à Montevideo, d'unifier le forcing et la réalisabilité. Et maintenant, on peut conclure sur... je ne sais pas s'il me reste du temps, si. C'est formidable. En fait, sur le tripos implicatif. Alors, chaque algèbre implicative, elle induit un modèle catégorique de la logique d'ordre supérieur. Ça, c'est la chose qu'on a vue, les tripos. Rappelez-vous que j'avais dit qu'on pouvait fabriquer des tripos avec les algèbres de Boole complètes, les algèbres de Hytkin complètes, les PCA et les OCA. Mais en fait, toutes ces constructions sont des instances particulières d'une unique construction qui sont la même construction avec les algèbres implicatifs. Donc on factorise, on généralise toutes les constructions de tripos connues jusqu'ici. Maintenant, elles tombent dans cette construction générique. Première chose, donc, on récupère le forcing de Kripke-Cohen et les tripos de réalisabilité intuitionniste et classique. Alors, première autre chose, c'est qu'on s'est même caractérisé à isomorphisme près le forcing. On peut montrer qu'un tripos induit par une algèbre implicative est un tripos de forcing à iso près. On sait définir ce que c'est qu'un modèle qui se comporte comme du forcing. Si et seulement si son séparateur est finiment engendré et il contient l'opérateur de choix non déterministe. On a une caractérisation du forcing en termes de calcul. C'est vraiment le forcing, c'est de la réalisabilité avec opérateur de choix non déterministe. En particulier, ça correspondait à un travail que moi j'avais remarqué, que je n'avais jamais publié, c'est que si vous me donniez un opérateur de choix non déterministe, je savais réaliser l'action du choix général. Et Krivine, il dit oui, mais ça casse tout. En fait, quand il dit ça casse tout, c'est ta réalisabilité, elle ne fait rien de plus que du forcing. C'est ça qu'il voulait dire. Mais maintenant, je le comprends dans ce cadre général. Alors, l'autre chose intéressante, c'est que les tripos implicatifs classiques sont équivalents aux tripos de Krivine. C'est-à-dire que quand vous prenez les algèbres implicatifs classiques, vous n'avez pas plus ni moins d'expressivité que la réalisabilité de Krivine. Donc Krivine, en fait, avait découvert toute l'expressivité maximale directement en logique classique. Donc c'est une reformulation. Donc si vous n'aimez pas l'école CC, les trucs compliqués de Krivine, vous pouvez passer aux algèbres implicatifs, vous aurez en réalité la même expressivité logique derrière. Et enfin, le dernier théorème qui a été démontré au début de l'année 2018, c'est le premier théorème de complétude. Donc j'ai plusieurs théorèmes de complétude en attente, mais c'est le premier, celui-là a été démontré. C'est qu'en fait, tous les tripos sont implicatifs. C'est-à-dire que quand vous prenez la définition des tripos au sens de Hyland, donc c'était très étonnant parce que il y a une notion générique de tripos, c'est tripos sur 7, qui a été définie par Hyland, Johnson et Pitts. C'est un foncteur contravariant qui va de 7 dans les algèbres de Hytkin qui satisfait tel et tel axiome. Donc c'est un truc gigantesque. Et c'était étonnant parce qu'à chaque fois que je rencontrais un tripos dans la littérature, je me disais mais non, celui-là il est implicatif. Non, mais celui-là il est implicatif. Et en fait, il y a un très bon argument, c'est qu'ils sont tous implicatifs. Et donc ça dit qu'en réalité, tous les modèles catégoriques de la logique d'ordre supérieur découlent de la notion d'algèbre implicative. Et maintenant, en fait, aujourd'hui, et en particulier, comme on sait que les tripos classiques sont les mêmes que les tripos implicatifs classiques, on en déduit que tous les tripos classiques, au sens de Hyland, Johnson, Hong, en fait, sont des tripos de Krivine, auraient pu être engendrés par la réalisabilité classique. Donc ça permet de replacer dans son contexte la réalisabilité classique. Alors voilà, donc pour conclure, en fait, ce qui reste à faire, c'est reprendre toute la théorie des modèles et l'élever au niveau des algèbres implicatives, et c'est à peu près notre programme de recherche à Montevideo. Voilà, je vous remercie.